on est parti pour le point actu hardware de la semaine. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 4 novembre 2021. On va parler de la sortie de la 12e génération de processeurs Intel de bureau. On va parler des premiers tests sur les puces, les nouvelles puces M1, donc M1 Pro et M1 Max, mais là on parlera que du M1 Pro dans le MacBook Pro 16 pouces. Ça fait beaucoup de Pro. On va se faire un peu de mal aujourd'hui, mais vu que ça fait longtemps et que j'ai pas fait pas mal, j'ai loupé pas mal de semaines, on va se faire un petit point carte graphique avec différentes news, mais pas mal de news tristes. C'est les cartes graphiques, c'est la réalité. Et on finira, après la tristesse, on finira par un peu de joie et de divertissement. On parlera un peu jeux vidéo. J'aurai quelques questions à vous poser. Je répondrai moi-même à ces questions. Et, euh, et voilà, pour se remettre un peu de baume au cœur. Il faudra, parce que les cartes graphiques, waouh, accrochez-vous. Mais on commence pas par les cartes graphiques, heureusement, on commence par les processeurs Intel 12e génération, avec bien sûr le i5 12600K, le i7 12700K et le i9 12900K. Sachez que par la suite, je dirais juste i5, i7 ou i9 et à la limite la génération quand il faudra faire la différence. Du coup, est-ce qu'on a vraiment besoin de redire, de reparler réellement de ces processeurs? En tout cas, d'un point de vue théorique et architectural, peut-être pas. On est sur de du 10 nanomètres, pas de la dixième, parce que c'est de la 12e génération, mais du 10 nanomètres. Architecture Big Little, donc deux types de cœurs qui cohabitent, des cœurs performance, des cœurs efficience. Donc voilà, les cœurs performance sont plus performants que la génération d'avant. Les cœurs efficience sont aussi performants que de la 6e génération, mais en faisant 40% d'économie d'énergie, d'où l'efficience. Ils vont pas chercher la performance, ils vont chercher l'efficacité énergétique, ce qui est aussi plutôt intéressant et plutôt une technologie d'avenir, parce qu'il faut savoir que quand même les plateformes mobiles reposent aussi grandement là-dessus, sur l'économie d'énergie, ce que la batterie, quoi. Même si là on parle de processeurs de bureau. Euh, Comme d'habitude, on change pas une équipe qui gagne, bon, même si elle a peut-être pas gagné sur la 11e génération, on garde la nomenclature classique de chez Intel, ça vaut mieux, il n'y a rien à redire. On est sur des choses qu'on connaît, i5, i7, i9, différentes gammes, différentes utilisations, différents prix aussi, bien sûr. Est-ce qu'on a des trucs intéressants à dire sur cette page? Pas trop, hein. Vous voyez 19% de hausse de performance pour les cœurs performance, 40% de consommation en moins par rapport à Skylake 6e génération. Voilà, ça on a déjà vu plein de fois, vous voyez les différents cœurs qui cohabitent. On a à chaque fois le détail des nombres de cœurs, les cœurs performance, les cœurs efficience. Il n'y a pas vraiment besoin de revenir là-dessus, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est comment ils marchent et est-ce qu'ils sont meilleurs que les autres. Donc, on va directement partir sur les benches. Mais avant de partir sur les benches, on va quand même passer sur les plateformes pour expliquer un truc rapide qui a son importance. Parce qu'ensuite, bien sûr, pour savoir ce que ça vaut, on va comparer ça à des trucs très simples. La concurrence, donc les Ryzen 5000 d'AMD, et la génération précédente de chez Intel, 11e génération. On se dit comme ça, si on les compare, ça va être des comparatifs équivalents sur le même logiciel ou le même jeu.
avec des configs équivalentes? Oui mais non. Oui mais non, parce que là il y a il y a une petite astuce quand même. Petite astuce, c'est normal, hein, c'est pas de la faute des testeurs, c'est tout à fait normal. Mais il s'avère que cette 12e génération d'Intel est compatible avec la DDR5. Et dans le cadre de ce test, ils ont bien sûr mis de la DDR5, qui est du coup plus performante que de la DDR4 dans les autres configs. C'est quand même à noter. C'est pas, on se rend pas trop compte de la différence que ça fait, mais ça fait forcément un peu de différence. Donc il y a aussi ça à noter en plus de la nouvelle génération pour les tests. C'est important. Ensuite, on arrive au test, hein. Moi, j'ai déjà regardé un peu, donc voilà, hein, c'est quand même ultra impressionnant. On va pas se mentir. Bon là, outil de benchmark, voilà, c'est sans appel. On a le i5 qui est au-dessus de tout, sauf des Ryzen 9, donc 5900X et 5950X. Voilà, juste pour expliquer, hein, celui-là, il vaut au moins 2 fois moins que ceux-là, hein, en termes de prix. Mais, mais sinon, il est au-dessus de d'autres processeurs qui valent plus cher. Et il est notamment au-dessus de toute la 11e génération Intel. C'est qu'un exemple. On en a d'autres. On est sur, en réalité, on est sur quelque chose d'assez fort, hein. On en a plein des benchmarks, on a plusieurs outils. Vous pouvez voir ici, même histoire. On est, voilà, on est sur des processeurs qui sont au-dessus qui sont largement au-dessus des équivalents générations précédentes euh, ou concurrence. Et c'est assez fort. Et le plus impressionnant, ça reste. C'est dommage parce que là, la 11e génération, on la voit pas très bien. Ce qui reste le plus impressionnant, ça reste le Core i5 qui va chatouiller des grands. Vous voyez ici, bah, il est plus performant qu'un Ryzen 7 5800X en étant bien moins cher, clairement. C'est ça aussi qu'il faut prendre en compte, en étant vraiment bien moins cher. Et bah, il est plus performant. Donc c'est fort. Et après, bah, à partir le i7 et le i9, ils vont à chaque fois chatouiller les Ryzen 9. Donc plutôt costaud, surtout que les Ryzen 9 sont quand même plutôt très chers, hein. Côté AMD, ils sont très performants, ça on leur enlève pas. Clairement, c'est des monstres de puissance, mais ils ont aussi un tarif qui va avec les performances de l'appareil. Donc c'est pas mal impressionnant. Après, comme d'habitude, on a les histoires d'optimisation, hein. Ça c'est un truc qui sera vrai jusqu'au bout, hein. C'est plus ou moins bien optimisé suivant le matériel, que ça soit processeur ou carte graphique, hein. C'est toujours la même histoire. Donc on voit que par exemple ici, le i5 il est légèrement moins performant que le Ryzen 7, hein. À chaque fois on compare un i5 et un Ryzen 7 tout de même, hein, qui sont normalement deux gammes séparées. C'est c'est pas les mêmes gammes, c'est pas les mêmes prix, mais là on les compare quand même, qui est légèrement moins performant ici, mais ça reste ultra impressionnant. On va pas tous les faire. Est-ce qu'on se fait encore un peu de benchmark? Qu'est-ce qu'on a d'intéressant ici? Ouais, ça c'est moins intéressant. Mais on voit ici par exemple, c'est moins intéressant, c'est faux. euh, Parce que là on voit que au-dessus de tout quoi. Moins intéressant parce qu'ils éclatent tout le monde, mais voilà, on voit que c'est meilleur. On a du WinZip où là aussi c'est plutôt pas mal, hein. Encore une fois, le i5 est plus performant que le Ryzen 7. Ce qui est un peu embêtant, c'est que c'est pas génération équivalente parce que il y a un décalage entre les sorties AMD et les sorties Intel, mais c'est ce qu'il y a de dernière génération à l'heure actuelle chez AMD. Donc on a du Photoshop, là encore plutôt solide, hein, plutôt très très solide à chaque fois, hein. On oublie, on a même presque pas envie de regarder la 11e génération parce qu'on sait déjà le rapport de force entre les Ryzen 5000 et la 11e génération d'Intel. On sait que de base,
voilà, hein, la 11e avait un peu perdu. Donc on a juste à comparer à AMD, se rendre compte que AMD perd. Et là on se dit waouh! Du coup on se dit bon la 11e on peut la mettre de côté. Ça tape en vrai, je vais pas vous mentir, en termes de performance, c'est assez incroyable. Mon chouchou c'est clairement le i5. Il est vraiment, c'est une bombe. C'est vraiment une bombe. Il y a des petits bémols, rien n'est jamais parfait. On est dans le monde réel. Mais, mais c'est vraiment une petite bombe à un prix correct. Et, euh, et vraiment, en termes de performance, ça a l'air assez fou. Euh, on va regarder quand même la dernière page de bench rapidement. Euh, ici, ici c'est pas fou. Là, on est sur de la conversion audio, j'imagine, vu que ça s'appelle FLAC. Peut-être pas, peut-être que je dis des bêtises. Mais ici, enfin c'est pas fou. Si en fait, c'est OK tiers. C'est OK tiers. Le i9 qui est incroyable, le i9 12e génération qui est incroyable, euh, c'est de la compression audio. Ici, c'est ici que c'est pas fou. Je savais qu'il y en avait un qui était pas fou ici. Ici, voilà, c'est moins bien. Effectivement, sur du coup DaVinci Resolve 4K, donc une histoire de traitement d'image. 4K. Ici, visiblement, AMD fait mieux. Voilà, il faut le dire quand c'est le cas. AMD fait totalement mieux là-dessus. Après, forcément, ça dépend. On voit par exemple, là, AMD se fait manger. Sur l'encodage vidéo, visiblement, il y a eu un gros travail et on le voit ici par exemple, du streaming en X264 de F1 2021. Et déjà avec un i5, bim, 350 images par seconde. Avec un i9, vous montez à plus de 450. Alors que le Ryzen 9 5950X qui a 16 cœurs, il est bloqué au-dessus des 200. Voilà, clairement en streaming, c'est une tuerie, hein. Si vous voulez vous faire une petite machine streaming, honnêtement, moi j'étais passé sous AMD parce que c'était plus intéressant au niveau tarif performance, rapport performance-prix. Pour streamer, bah là, la deuxième génération, si je devais changer tout de suite maintenant, j'attendrais peut-être un tout petit peu et je prendrais de la 12e génération Intel parce que banger absolu là, hein. Vraiment, ça a l'air. Sur le papier, c'est quand même juste incroyable. On va finir de se régaler avant de passer aux petits reproches. Il faut bien avoir des petits reproches aussi, il faut bien qu'ils puissent s'améliorer. Bon, le gaming, en vrai, c'est bien, hein, c'est ce qu'on attend. Ça reprend les performances. Encore une fois, le i5 est juste une tuerie et largement suffisant pour du gaming pur. En vrai, parfois, limite un peu avant, j'avais tendance à dire que certains titres pouvaient nécessiter peut-être un peu plus qu'un i5. Mais attention, pas tous les titres et quand même la majeure partie des jeux tournent de façon optimale avec un i5 et une bonne carte graphique à côté. Autant là, je pense que le i5 fait le taf pour tous les jeux. Si vous avez une bonne carte graphique à côté, je pense qu'il entrave, et on le voit ici, avec un test avec une super puissante carte graphique à côté, parce qu'on a une 6900 XT quand même, carte qui vaut très cher, mais on voit que entre le i5, le i7 et le i9, bon le i9 un peu plus performant, un peu plus d'image, mais sinon on est sur des valeurs qui sont quand même très semblables, alors qu'il y a des écarts de prix énormes hein, entre différents modèles bien sûr. Donc voilà, juste trop fort. En vrai, juste trop fort. Là, c'était pour le Full HD, on l'a pour du 1440p, mais juste trop fort, hein. En vrai, je sais même pas quoi dire. C'est assez ouf. C'est assez ouf. Ils sont, euh, ils sont au-delà.
de ce qu'on attendait et il rattrape, pour moi, il rattrape la déception qui était la 11e génération juste avec ça, juste avec ce genre de performance. Faudra voir un dernier truc, on y viendra à la fin, après la présentation, mais bah, comme d'hab, il y a toujours des petits trucs qui fâchent et des petits trucs à surveiller, mais petit truc qui fâche numéro un, les températures. Le i5, ça va. Après, les i5, hein, ils sont pas, normalement, ils sont pas là pour chauffer non plus, hein. Du calme. Le i7, déjà, on voit que hein, on dépasse les 60. Mais le i9 qui dépasse 80, aïe, 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 aïe. Non, mais voilà. Après, au repos, ça va. Au repos, ça va, mais en utilisation intensive, 81 degrés, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et vous, comme vous savez que. Surtout que c'est avec une solution de refroidissement, voilà, adaptée. Adaptée à quelque chose qui peut chauffer. On a un all-in-one en 360 mm, donc un kit de water cooling all-in-one, avec un gros radiateur et 3 ventilateurs. Tout ça sans overclock, bien sûr. Ce qui est quand même beaucoup, hein. C'est pas comme si on avait le Ventirad stock d'origine. D'ailleurs, petit point, si jamais, faites attention, si votre but c'est d'acheter un i9 12e génération, bien joué, vous avez raison. Mais ne mettez surtout pas, mais alors surtout pas le truc d'origine. Je sais même pas s'il est fourni avec d'ailleurs, j'espère que non. Le truc d'origine Intel de base classique, ça, je pense que c'est pas une bonne idée. Ou alors utilisez-le pour de la bureautique, quoi, ce qui serait super dommage. Mais je pense que c'est pas une bonne idée vu qu'il monte à 81 degrés avec une solution de refroidissement plus performante. Faites attention. Faites attention, il faut prévoir le refroidissement. Et vous savez bien que tout est lié en physique, donc si ça chauffe, c'est aussi que ça consomme. Et oui. Donc voilà, hein, les consommations, ça monte très haut, surtout pour ce i9, encore une fois, sans overclock. Donc vous imaginez un peu si vous commencez à overclocker, d'ailleurs pareil en température, hein, le i9, on a vu qu'il battait des records et tout, quand il était refroidi par azote liquide. Donc quand ça ne l'est pas, faites attention. Faites attention avec l'overclocking. Il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est important. Euh, mais ça chauffe beaucoup. Encore une fois, le i5, ça va. Consommation, ça consomme beaucoup. Encore une fois, le i5, ça va. Même si, comparé à la concurrence, on voit que c'est un des trucs qu'ils n'ont pas solutionné avec ce nouveau process en 10 nanomètres et cette nouvelle architecture. Même s'ils ont ajouté ces fameux corps efficients qui sont là pour l'économie d'énergie. Si vous allez demander une utilisation intensive à votre processeur, et bah, c'est surtout les corps performance qui vont tourner. Et bah, eux, ils ont été augmentés en performance, mais pas forcément en consommation d'énergie, visiblement. Donc voilà, hein, ça fait plutôt mal, hein. On peut comparer quand même le i5 189 en burn par rapport au Ryzen 5 148. Donc on voit que là-dessus, AMD est quand même meilleur. Il faut il faut le mentionner, c'est important. Et dernier point, l'overclocking. Alors on a vu que ça battait des records comme souvent, mais petit point important, c'est un peu plus compliqué qu'avant, vu qu'il y a deux types de cœurs, donc il faut régler les deux types de cœurs, donc un peu plus de bidouille. Donc encore une fois, faites attention. Si vous n'y connaissez rien, faut y aller avec sécurité et surtout ne pas enlever les sécurités. Et visiblement aussi deuxième point, mais ça on l'a vu un peu indirectement avant, la chauffe et la consommation en overclocking, c'est assez visiblement ça monte vite. Ça a l'air d'être assez exponentiel, donc attention.
attention tout de même, ne pas cramer vos alims, ne pas cramer vos PC, ne pas cramer vos habitations. Soyez raisonnable et laissez l'overclocking aux professionnels. Surtout qu'au vu des performances, je sais pas pourquoi vous avez vraiment besoin de l'overclocker pour l'instant. Donc, faut y aller mollo. Est-ce qu'on a le prix? Parce que j'ai oublié les prix. Ouais, je faisais genre et tout, mais j'ai oublié les prix. Oui, on a les prix, mais j'ai les prix après, de toute façon. En tout cas, c'est super cool. Et le dernier, en vrai, ils sont super cool. Cette génération a l'air juste incroyable. Le dernier point noir, et on en a un petit peu parlé avant, c'est que du coup, on a dit que là, les tests, ils étaient faits avec de la DDR5. DDR5 qui va coûter, dans un premier temps, quand même relativement cher. C'est aussi à ajouter au prix. Vous ne le payez pas dans le processeur, mais derrière, si vous voulez mettre de la DDR5, plus cher. Et il faut aussi une nouvelle carte mère Z690 qui vont aussi coûter cher parce qu'elles sont nouvelles. Ça, c'est un peu la douille. J'imagine en plus que les cartes mères Z690 compatibles DDR5 coûtent plus cher que celles compatibles DDR4. Donc voilà, si vous voulez vraiment l'ultime config, comme d'habitude, avec les nouvelles générations et l'arrivée des nouveaux produits, dans un premier temps, ça va coûter un peu cher. Mais c'est quand même cool de voir que autant ils ont raté la 11e, autant ils ont su rebondir et nous proposer une 12e génération qu'on attendait avec impatience et qu'on nous a teasé pendant probablement beaucoup trop longtemps. Mais on l'attendait avec impatience et elle est enfin arrivée. Le dernier point, on va actualiser pour savoir, mais comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, jour de lancement, incroyable, ce soir, toujours des processeurs qu'on peut acheter en stock. Alors, il y a de la rupture de stock aussi. Le i5 sans partie graphique intégrée, le i9 sans partie graphique intégrée, 320 et 710 euros. Mais sinon, le reste, on a toujours les, euh, les processeurs sans partie graphique intégrée qui sont victimes de leur succès, hein, comme souvent. Et des prix, des prix de sortie honnêtement corrects au vu des performances. 350 au vu de ce que c'est capable de faire, je trouve ça, euh, je trouve ça ok. Alors c'est pas accessible machin, hein. Faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit, mais c'est ok. On a, on a vu bien pire. Dernier point, overclocking. Dernier point sur Intel, overclocking. On avait vu qu'il avait déjà eu un record à 6,2 je crois. Bon là ils l'ont fait monter à 8 GHz, hein, tranquille. Encore une fois, petit azote liquide pour refroidir le bazar. Donc 8 GHz, c'est bien, c'est sympa. Et petite overclock sur la RAM aussi, hein, pourquoi pas, 8300. Donc visiblement il y a du potentiel, mais voilà. Là ils ont de l'azote liquide, ils ont aussi les alims qu'il faut et tout. Peut-être que vous avez pas ça. On peut le pousser loin, mais là je vous dis qu'il chauffe sévère. Allez, on passe au deuxième gros sujet. On avait parlé rapidement, enfin non, pas si rapidement que ça en fait, dans le dernier point Actu Hardware. On avait parlé de ces nouveaux MacBook Pro avec les nouvelles puces M1, les puces M1 Pro et M1 Max. On va rapidement revenir sur la M1 Pro et sur le MacBook Pro 16 pouces avec d'abord, petit point processeur, enfin petit point puissance de calcul du processeur. On compare au i9 et au Ryzen 9 mobile, bien sûr. Donc on compare 3 PC portables. J'ai loupé. Un Lenovo Legion avec une RTX 3060 et un Ryzen 9. Un MacBook Pro 16 pouces avec la M1 Pro. Et où est la dernière?
le MSI Z16 Creator avec un i9 11e génération, donc qui avait déjà, je crois, les 10 nanomètres. Une 3060 également. 32 Go de RAM. Pourquoi 32 Go de RAM? C'est parce que le MacBook Pro, lui, a 32 Go de RAM. Donc tout le monde a 32 Go de RAM pour être équivalent. Des belles bêtes, hein, des belles bêtes en termes de PC portable, en termes de performance aussi, un Ryzen 9 quand même très performant pour la puce mobile. Le i9 aussi plutôt très performant pour la puce mobile. Plus mobile, mobile mais avec branchement secteur tout de même, hein, tout de même. Et du coup, petit test, on voit que sur certains tests, c'est à peu près pareil, hein. Là, on a Cinebench R23 en monocœur, en multicœur. Et après, on a Geekbench en single cœur, puis en multicœur. On voit que Geekbench en multi, Pearl s'en sort très bien, mais voilà. C'est en vrai, j'allais dire c'est un cas isolé, c'est pas vraiment un cas isolé, il y en a d'autres, mais il n'y a pas une vraie démarcation. On n'est pas, on n'est pas sur une explosion totale de la concurrence en termes de performance. On compare quand même la M1 Pro à ce qui se fait de mieux, ce qui se fait de mieux en face, Intel et AMD. La M1 Pro, il y a la M1 Max aussi derrière. Faut attendre de voir le Max d'Apple quand même. Là, on n'est pas encore au Max, on n'est que Pro. Après, il y a le Max. Mais voilà, en vrai, ça se tient. Il y a des trucs, encore les histoires d'optimisation, hein, toujours les mêmes histoires. Il y a des trucs où Apple s'en sort très bien, ici encore, première, où ils sont meilleurs. Non, pas du tout. Première, ils sont moins bons. Je dis des bêtises. Première et Handbrake, ils sont moins bons, mais Photoshop, par exemple, ils sont meilleurs. Histoire d'optimisation. Euh, et après, on passe aux applications avec nécessité d'une partie graphique, en tout cas une accélération GPU. Donc, en gros, la partie graphique qui aide. Et là, là c'est un peu le drame. Encore une fois, à part sur Photoshop, sinon c'est le drame parce que les autres ont des cartes dédiées à Nvidia qui sont optimisées. Voilà, c'est surtout ça. Dans un premier temps, c'est surtout ça. Et c'est difficile du coup de vraiment comparer là où la partie graphique de la puce M1 Pro n'est pas du tout encore optimisée et encore trop récente pour vraiment remplir son rôle et lâcher son plein potentiel. Donc en fait, à partir du moment où il y a de l'accélération GPU, c'est mort. C'est mort parce que Nvidia, ils connaissent déjà la recette et ils l'appliquent depuis longtemps. Et pas encore pour Apple. Donc, euh, donc en gros, ce qu'on peut retenir de cette histoire, c'est que honnêtement, elle est au niveau, encore une fois, parfois devant, parfois en dessous, parfois au milieu. Ça dépend. Mais elle est pas larguée, elle les largue pas. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. En termes de prix, c'est Apple, donc c'est plus cher, pas se mentir, hein. Là, le MacBook Pro, il coûtait 3 400 euros. Voilà. Voilà, alors que les autres, qui sont aussi des monstres, hein, on est 2500 pour le MSI qui a seulement un i7 par contre, et 2200 pour le Lenovo qui a un i9. Donc on est quand même sur des tarifs plus élevés chez Apple. Étonnant, pas vraiment. Mais on n'a pas que les performances de cette puce, on a aussi l'OS et le design. Donc c'est un choix qui est totalement différent, hein, entre prendre Intel ou AMD sur du Windows et prendre
un Windows ou un Mac, c'est un choix quand même qui est très différent. Mais cette puce est quand même intéressante. Elle va nécessiter un peu de vie et d'optimisation sous différents trucs pour être exploitée à son plein potentiel. Et j'attends quand même avec impatience les tests de la M1 Max qui est censée être encore plus performante. Donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Deuxième point qui est du coup une des forces d'Apple, hein. Apple, c'est pas que ils mettent pas en avant que les performances brutes, hein. Ils pensent à plein de choses et à plein de petites optimisations. Moi, c'est un peu, je suis pas pro Apple, mais je trouve qu'ils ont des grosses forces un peu sous-estimées du grand public. Notamment, c'est l'histoire d'optimiser un maximum plein de choses. Et là, on va parler d'un truc qui est quand même ultra important et que beaucoup de gens ont dû vivre si vous avez déjà eu un PC portable performant, type PC portable gaming, et que vous avez par exemple déjà joué avec votre PC portable gaming et qu'à un moment il s'est débranché. Aïe aïe aïe, c'est la crise. Petite partie de jeu vidéo et là on passe de 120 images par seconde à 30 et on se dit qu'est-ce qui se passe? Aïe aïe aïe, c'est débranché. Et oui, effectivement, sur les PC portables qui sont plutôt performants, qui ont des cartes graphiques dédiées, qui ont des puces, des processeurs performants, qui peuvent délivrer de la puissance, on a une limitation, une vraie limitation qui existe réellement de nos performances à partir du moment où on n'est plus branché sur secteur, où l'alimentation n'est plus continue. Donc qu'on n'a plus que la batterie pour tourner. Il y a plusieurs histoires. Il faut noter que il y a plusieurs limitations. La limitation, elle se fait par Windows aussi. C'est aussi important à noter. Alors que le Mac, il a un OS qui est dédié et qui a été optimisé pour le matériel. Et il y a aussi une histoire de limitation au niveau des puces qui détectent aussi le changement de type d'alimentation et qui du coup adaptent à la volée leur performance pour ne pas aller détruire la batterie en 10 minutes. Et du coup là on arrive avec Apple qui nous explique que chez eux, que vous soyez branché sur secteur ou pas, ça change rien. Notre puce elle est hyper puissante et que vous ayez une alimentation secteur ou que vous soyez sur votre batterie, les performances ne varient pas. Du coup, toute personne qui a eu un PC portable gaming dit comment ça? Et explique ta sorcellerie. Et visiblement c'est le cas, hein. Ils ont testé, il fallait tester. Ah, on va pas croire Apple sur parole quand même. On teste. Et oui, on a des pertes, on a les mêmes choses de tester bien sûr, les mêmes modèles, et on a effectivement des pertes de performance. Donc entre 20 et 40% chez AMD, entre moins 20 et moins 40% de performance au passage sur batterie. Donc pourquoi pas? C'est quand même une sacrée fourchette en plus. Chez Intel, c'est pas mieux, hein, c'est de 15 à 55%. Donc voilà, là où effectivement, chez Apple, et bah, entre 0 et 1% de différence. Pas vraiment significatif. Donc plutôt costaud hein, là-dessus. Ils n'ont pas menti, encore une fois, juste trop fort de. Enfin, bravo à eux, en vrai. Mais effectivement, quand tu as la volonté de vraiment peaufiner aussi bien ton OS que le hardware et que tu as la main sur tout pour pouvoir justement faire ce genre de choses, parce que là on se dit c'est cool, félicitations et tout, mais en vrai ils ont taffé pour que ça se passe comme ça, hein. Il y a eu du boulot, hein. Ça se fait pas comme ça, hein. Si les autres le font pas,
c'est que c'est soit qu'ils peuvent pas, soit que c'est très compliqué et qu'ils décident pas d'investir là-dedans. Mais il y a du boulot pour faire ce genre de truc et c'est vrai que c'est ultra impressionnant. Surtout mis en parallèle de ces puces qui sont vraiment puissantes et qui du coup, on se dit que on a vraiment des machines portables et non plus transportables avec des réelles performances. Encore une fois, sur j'allais dire une première itération de puce, mais on est quand même sur du 1.5 parce qu'on avait la M1 avant, même si ça visait pas du tout le même type de performance. Donc plutôt fort. On finit les louanges, c'est que des louanges hein, sur ces MacBooks. De toute façon, les défauts, le plus gros défaut, on le connaît, hein, c'est le prix. Voilà, hein, comme d'hab chez Apple, on sait que c'est toujours très cher, même si là on vise un public quand même de niche, ça reste cher, hein, comme d'hab. Tu, aucune blague, hein. Le jour où Apple sera plus cher, on commencera à s'inquiéter. Et du coup, le dernier super point, bah, leur écran, hein, visiblement le meilleur écran PC, le meilleur écran PC. C'est pas une blague, hein, visiblement, meilleur écran. Bon, là, c'est écrit sur un ordinateur portable. Ah non, c'est le pic de luminosité, encore jamais vu sur. Mais ouais, non, c'est là. Je l'avais lu quelque part. C'est le meilleur. Juste trop fort. Des sombres plus vrais que nature. Je crois qu'il y a des images. Non, c'est pas là où il y a des images. Si, il y a des images. Regardez les images. Avant. Maintenant. Regardez comment le noir est noir. Pas totalement, hein, bien sûr. On n'est pas encore sur de l'OLED, hein, faut pas rêver. Mais l'OLED il triche parce que c'est vraiment éteint, quoi. Mais juste trop fort. Juste trop fort. En même temps, moi ça m'étonne pas vraiment, hein, je vais pas vous mentir, je trouve qu'ils ont toujours été ultra forts sur les écrans, tout type d'appareil confondu, que ce soit iPhone ou, PC, enfin Mac quoi. Ça a été toujours un des trucs qu'ils ont toujours peaufiné et ils ont toujours veillé à ce que ça soit quelque chose de solide et un peu au minimum de gamme premium, au mieux au-dessus de tout ce que les autres font. Donc ça m'étonne pas vraiment et bravo à eux, visiblement c'est quand même pour l'instant une grosse réussite ces nouveaux MacBook. Il faudra aussi attendre voir dans le temps comment ça se passe, comment vieillit le produit. Ça c'est un truc qu'on ne sait jamais. Nous en tout cas, peut-être que eux le savent, mais nous on sait jamais à l'avance. Mais en termes de performance, c'est cool. En termes de design, c'est pas mal. Il y a le problème de l'encoche, mais ça, c'est un autre débat. En termes d'écran, visiblement, on est sur du top niveau. J'attends de voir les défauts. Sans parler de l'encoche, bien sûr. Je veux pas, euh, je veux pas me mettre des gens à dos. On passe au moment où on verse toutes les larmes de notre corps. On va parler des cartes graphiques. Je sais pas si je suis prêt. Je vais boire un peu avant d'entamer les cartes graphiques. Je noie mon chagrin dans l'ice tea. Euh, Bon, bah, carte graphique, honnêtement, en quelques mots, bah c'est la merde, hein. On va pas se mentir. Retour à la normale, carrément pas. Des prix qui sont en constante augmentation. Carte graphique AMD, on atteint 201% du prix de lancement conseillé. Euh, on a pris 18% en 15 jours. Voilà. Nvidia, c'est pas mieux, hein, on passe de 172 à 188, 16%.
Donc on pleure, c'est cher. En l'espace de 4 mois, on a pris 50%. Chez AMD et moins chez Nvidia, mais bon, c'est très très cher, c'est trop peu présent. Les gammes entrée de gamme, les gammes d'entrée de gamme n'existent toujours pas, ne sont pas annoncées, ne sont pas sorties. Les premières, les cartes les moins chères, elles coûtent 600 €. Euh, c'est pas de l'entrée de gamme, hein, 600 €. On est déjà sur du bon gros milieu de gamme à tendance haut de gamme, déjà. Donc on pleure, hein, on pleure, il n'y a rien. Il n'y a que des cartes trop chères. Et, euh, et même si on a une, bah, elle est trop chère. Même s'il y a le modèle qu'on aimerait acheter, on se dit, elle est quand même quasiment à 2 fois le prix qu'elles étaient annoncées, hein. Ça fait beaucoup à un moment. Franchement, rien d'autre à dire, hein. C'est triste, mais c'est un mauvais moment pour les cartes graphiques. Petite rumeur d'une 3080 Ti mobile, ça en vrai pourquoi pas. Moi j'ai été étonné qu'il n'y ait pas une 3090 mobile. Bon, peut-être pas trop possible et tout en termes de conso machin. Mais je sais pas, un truc un peu du turfu à un prix bien trop cher et destiné à personne ou alors au 0,00001% des créateurs. Euh, mais, euh, mais voilà, une carte du coup avec 16 Go de mémoire dédiée sur des machines, ça me fait rire. Transportable, hein. On sera pas sur un truc fin, léger et tout. On sera probablement sur une grosse machine de guerre qui aura besoin de son branchement secteur pour exploiter toutes les performances, hein. C'est quasiment sûr. Mais, euh, mais voilà, c'est pas du tout officiel, c'est des rumeurs. De toute façon, je pense que les prochaines grosses annonces devraient arriver au CES, non? Il doit y avoir des sorties encore? Non, il y a Intel qui doit faire ses. On va en parler juste ça. Hop, Intel qui doit toujours faire ses cartes graphiques, on les attend avec impatience, on nous les tease depuis bien trop longtemps. C'est un peu comme la 12e génération. Ouf, elle est sortie. Les cartes graphiques d'Intel, par contre, non. Non, pas du tout sorties, pas du tout présentes. On nous explique qu'il y aura 32 déclinaisons référencées. Oui, mais il y a de la triche parce que dans les 32, il y aura visiblement à manger et à boire. Il y aura des cartes graphiques de bureau dédiées, des cartes graphiques probablement mobiles dédiées, ainsi que des parties graphiques intégrées à des processeurs de bureau ou mobile, on ne sait pas trop. Mais ils vont les mettre à vraiment toutes les sauces. Ils vont tout faire. Ils vont mettre. Je pense qu'ils vont sortir une génération de processeurs, bah, peut-être la 12e d'ailleurs, peut-être la 12e en mobile par exemple, peut-être, euh, avec ces parties graphiques intégrées et du coup qui sont leur nouvelle architecture graphique. Mais on en attend beaucoup, on sait que ils vont avoir énormément de mal à lutter avec les cartes graphiques les plus performantes, donc par exemple 6900 XT, 3090, ça va être quasiment impossible pour eux sur cette première itération de sortir des cartes aussi performantes et aussi intéressantes que peut le faire Nvidia ou AMD sur les modèles les plus haut de gamme, les plus premium. Mais clairement, et encore plus avec ce qui se passe actuellement, on se dit que sur l'entrée de gamme et le milieu de gamme, ils ont tellement un coup à jouer, il y a tellement peu de cartes disponibles et les cartes sont tellement chères que s'ils sont capables d'inonder le monde en cartes graphiques, capables de faire tourner des jeux, attention, il faudra quand même des performances correctes, mais capables de faire tourner des jeux dans des conditions satisfaisantes
à des prix entre 200 et 400 euros, ils vont bouffer le marché de ces cartes entrée et début de milieu de gamme. Ces cartes qui sont les cartes les plus vendues. Attention, il faut aussi noter ça. Bien sûr, tout le monde rêve d'avoir une 3090. Très peu de gens ont l'alimentation dans leur PC pour l'avoir, mais tout le monde rêve d'avoir une 3090. Mais la plupart des gens, ils n'achètent pas des 3090. Parce que la 3090, elle coûte trop cher pour tout le monde. Donc vraiment, j'en attends beaucoup. Je vais pas vous regarder sa liste. Vous voulez voir la liste? Super intéressant, hein. Euh, mais faut les sortir. Faut les sortir ces cartes, faut qu'on en sache plus. Faut qu'on sache ce que ça vaut, combien ça coûte et s'il y en aura disponible en masse. Très important. Allez, on finit avec le mal. Voilà, comme d'hab. Ici, j'ai pris un site, parce qu'il faut prendre un site, j'ai pris Top Achat, carte graphique gaming. Vous voyez ici, j'ai coché tout ce qui était gaming, j'ai enlevé ce qui n'était pas gaming. Parce que, hein, faut pas déconner, moi, j'ai pas envie d'afficher des cartes graphiques bureautiques qui valent 150 euros. Ça m'énerve. Euh, je veux pas faire de pub pour ça. Je fais pas de pub pour ces cartes-là non plus, parce que je les trouve trop chères, mais c'est la réalité. Carte graphique gaming la moins chère, 650 euros. Des 6600 XT. Donc 650 et 690. La première Nvidia, 790, une 3060 Ti de chez Gainward. Et après, on n'a même plus envie d'y aller. 6700 XT, on est quasiment à 900 euros. Et ça monte très vite. Une 3080, plus de 1300 euros. Et on monte à plus de 2000, hein, bien sûr, pour des 3080 Ti. On n'a même pas de 3090, hein, sinon ça irait encore plus cher. Mais voilà, hein, 3080 Ti qui vont à plus de 2000 euros. Déjà c'est trop cher. Déjà c'est trop cher. Et en plus la moins chère, elle est déjà trop chère, en fait. Ça aussi. Parce que moi je m'en fiche, hein, enfin je m'en fiche. Je suis très heureux. Non, même je suis très heureux que des 3090 existent. Moi je kiffe de ouf. Je trouve ça incroyable. Et que des gens soient prêts à mettre le prix des 3090 Founders Edition dans leur carte graphique, je trouve ça hyper stylé. Si je pouvais, je ferais la même. Mais que plusieurs mois après la sortie, on soit à 2 fois le prix de sortie, ça non. Ça non. Comment on peut cautionner ça? C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible pour tout le monde. Enfin, c'est horrible pour tout le monde. Non, c'est pas horrible pour tout le monde, mais c'est surtout horrible pour le consommateur. Mais ça, et sortez les gammes. Parce que Nvidia, ils sont gentils, même AMD, ils sont gentils, mais on veut les 3050 Ti là, de bureau. Hein, on les veut. Faut qu'elles arrivent à moins cher et disponibles. Et pareil chez AMD, on y a eu des 6600, mais bon, elles sont pas disponibles. Et on veut, je sais pas, des 6500, 6500 XT, des trucs comme ça, à moins cher, à l'aide, au secours. On veut pouvoir jouer à des jeux vidéo dernière génération dans des bonnes conditions sans avoir à dépenser un demi-SMIC jusqu'à 2 SMIC. Non, s'il vous plaît. Donc voilà. On finit avec un peu de jeux vidéo. Ça va aller très vite. Déjà, ça c'est pour moi, ça me fait plaisir, c'est cadeau. Petit jeu à récupérer sur l'Epic Game Store, c'est Haven Colony. Petit jeu de gestion, invisiblement, on colonise, on fait évoluer notre colonie et on se régale dans ce monde. Je suis pas encore allé le chercher, j'avoue, mais je vais aller le faire. Moi j'aime bien en général les jeux de gestion. Donc, euh, donc voilà, régalez-vous, c'est gratos. Vous avez juste à l'ajouter à votre bibliothèque. Même pas besoin de télécharger sur le moment. Vous pourrez voir plus tard si vous voulez jouer. Mais c'est comme d'habitude disponible pour une durée limitée. Donc ne traînez pas trop avant de regretter. Et on finit, j'ai pris cette page au pif parce qu'il me fallait une page.
je voulais en vrai poser une question. Bon, malheureusement, pas trop de personnes à qui poser la question en live, mais je le fais en même temps dans la VOD, la VOD YouTube. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur YouTube. Je voulais savoir, parce que là on est sur une phase de, on va parler jeux vidéo. On va parler jeux vidéo. On est sur une phase de sortie des jeux. Beaucoup de jeux qui sortent, beaucoup de titres plus ou moins gros et majeurs. On a par exemple aujourd'hui, je crois, c'est la sortie de Call of Duty. C'est quoi? C'est Vanguard, je crois. Je suis pas trop joueur code, j'avoue. J'avoue, pardonnez-moi. On a Battlefield qui sort bientôt. Il est là, Battlefield. Il sort quoi? Le 19 novembre, donc bientôt quand même. On a eu, on a eu, on a eu quoi? On a eu Age of Empire 4. On a eu Riders Republic. On va avoir Forza. Il est sorti ou pas Forza? Bientôt aussi, je crois. Forza, là, 9 novembre, bientôt. Euh, donc on a pas mal de choses en vrai. Pas Ça, visiblement, les gens l'attendent. Moi, je connais personne qui l'attend, mais éclairez-moi si vous l'attendez. Du coup, je voulais vous poser quelques questions. C'est de la curiosité pure et dure. Euh, mais en échange, je réponds moi-même aux questions. Donc, je donne de ma personne pour nourrir ma curiosité. Je voulais savoir vos habitudes en termes, enfin vos habitudes. Sur le jeu vidéo, je voulais savoir par exemple, première question, quel est ou quels sont les jeux auxquels vous avez le plus joué sur par exemple, on va dire les 2 dernières semaines? Première question. Ça c'est pour savoir quel type de jeu vous jouez. Vous voyez, c'est pour mettre du contexte. Deuxième question, très importante aussi. Quel est le jeu que vous êtes prêt à acheter plein prix, plein pot, pour y jouer le plus vite possible, qui va sortir ou qui est sorti très récemment? Voilà. Et troisième question. Troisième question. J'ai oublié la troisième question. Si, j'ai la troisième question. Quel est le jeu qui vous hype de ouf, mais vous êtes carrément pas prêt à le payer plein prix et que vous allez juste attendre une bonne promo pour vous l'acheter parce que vous savez que c'est un jeu qui va vous plaire, mais, euh, mais qui est trop cher. Voilà. Donc, trois questions plutôt intéressantes. C'est vraiment de la pure curiosité. Mais c'est un bon moment pour le faire parce qu'il y a vraiment pas mal de trucs qui sont sortis. Et du coup, je vais me prêter au jeu, hein, parce que quand même, sinon c'est de la triche. Je vais vous dire moi ce que j'ai joué. Moi après, je suis atypique. Je suis atypique sur les jeux vidéo et tout, mais ce que j'ai joué le plus ces 2 dernières semaines. J'ai beaucoup joué à League of Legends avec des potes. Donc voilà. Euh, En plus, c'est là, incroyable. Je suis l'actu, pas du tout. Euh, ouais, j'ai beaucoup joué à LoL avec des potes, surtout en ARAM et un petit peu en normal, mais surtout en ARAM, j'avoue. Et sinon, j'ai joué ces 2 dernières semaines, j'ai joué pas mal à Satisfactory, notamment, notamment le week-end dernier, pas mal, petit jeu de chill et tout, euh, devant le Z-Event et les Worlds de League of Legends. Je me suis régalé. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je suis prêt à payer plein pot? En vrai, moi j'avoue, je sais pas trop. En général, je suis pas trop chaud pour payer plein pot. C'est pas que je veux pas, hein, en plus, non, il y a des jeux, là, tout de suite, maintenant, pas grand-chose, j'avoue. Un des jeux que je serais prêt à payer plein pot, c'est genre le prochain God of War. En vrai, c'est un des trucs, un des jeux, j'ai tellement apprécié le précédent que je serais prêt à le payer plein pot. Seul problème du prochain God of War, c'est que faut acheter la console avec. Donc peut-être je suis prêt à payer le jeu plein pot, mais est-ce que je suis prêt à payer la console plus le jeu plein pot? C'est une autre question. Mais non, en vrai, dans les jeux là qui sont sortis récemment ou
ou qui sortiront dans les jours à venir. Pas grand-chose, il y a pas beaucoup de titres pour lesquels je suis prêt à mettre le prix plein. D'autant plus que, bon, déjà, j'ai plein de jeux auxquels jouer en réalité. C'est pas comme si je me retrouvais avec aucun jeu à, à ma portée. Premier point. Et deuxième point, aujourd'hui, il y a quand même plein de moyens détournés d'avoir accès au jeu sans l'acheter. Alors après, ça dépend comment vous êtes, si vous aimez avoir le jeu en physique, bon, même si sur PC, c'est quand même plutôt différent. À noter aussi que j'ai pas de console, enfin j'ai une PS4, mais je joue plus sur PS4. Parce que ça peut être, vos jeux, ça peut être sur console, peu importe le support, même jeu mobile, hein, si vous avez juste fumé un jeu mobile pendant les 2 dernières semaines, euh, tout, toutes les réponses sont bonnes, il n'y a aucun problème. Toutes les réponses correctes, bien sûr, sont bonnes. Et, euh, et du coup, ouais, je disais quoi? Parce que je suis en train de digresser alors que je voulais faire un truc concis, concis et clair. Euh, oui, il y a plein de moyens d'avoir les jeux de façon détournée, notamment avec les abonnements euh, Game Pass, les abonnements aux plateformes, plateformes, je sais plus comment l'appeler, Ubisoft Connect maintenant ça s'appelle, ça il m'énerve à changer de nom. Enfin, c'était Uplay, Uconnect, Ubisoft Connect, Uconnect, voilà, qui a aussi un abonnement. Enfin, je pense que toutes les plateformes ont leurs abonnements et il y a plein de moyens d'avoir les jeux avec ce genre d'abonnement. Euh, et sinon, la dernière question, fallait que je réponde à la dernière question, les jeux qui m'aiment de ouf, mais que je suis pas prêt à payer plein pot. Parce que du coup, là, il y en a. Autant il y en a pas pour. Là, du coup, c'est des jeux proches ou déjà sortis il y a pas longtemps. J'avoue que moi, Riders Republic, ça me chauffe bien, mais je suis clairement pas chaud pour lâcher 60 euros dedans. À un tarif réduit, ça m'intéresse énormément. Je pense que c'est un jeu avec un potentiel de fun assez infini et, euh, et vraiment des bons moments détente et tryhard apportés dans le même jeu. Et ça, j'aime beaucoup. Et sinon, c'est Age of Empire 4 qui me hype de ouf aussi, mais pareil, je suis pas prêt à lâcher. En vrai, si je voulais vraiment y jouer là très rapidement, ce qui n'est pas forcément le cas, parce que j'ai pas forcément le temps, c'est aussi un jeu très chronophage. euh, Il y a l'abonnement Game Pass qui peut partir très rapidement pour avoir accès à ce jeu, euh, un peu comme Forza. Moi, je me dis, j'essaierai bien Forza, mais jamais, jamais je paye, enfin jamais j'achète Forza si je veux y jouer. Je prends le Game Pass, à la limite juste un mois et je fume le jeu. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas surtout, peu importe où vous voyez ces images, répondez aux questions, je vous en supplie, je vous en conjure. Sur YouTube, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire, vous, du coup, je répète les 3 questions parce que j'ai un peu digressé. Première question, c'est à quoi vous avez le plus joué pendant les 2 dernières semaines? Ça peut être un ou plusieurs jeux, mettez pas 50 jeux non plus, abusez pas, mais un ou plusieurs jeux et peu importe la plateforme, même que ce soit PC, console, même console mobile et téléphone mobile, ça marche aussi. Et ensuite, quels sont les jeux qui vous hype de ouf et dans lesquels vous êtes prêt à investir l'argent que l'éditeur demande, c'est-à-dire le payer plein pot, en général 60 euros pour la plupart des jeux. Euh, et ensuite, quels sont les jeux qui vous hype de ouf, mais pour lesquels vous n'êtes pas prêt à lâcher tout le billet et vous allez juste attendre une réduc. Voilà, les 3 questions très importantes, très intéressantes. N'hésitez pas. Ça contentera ma curiosité, ça me fera très plaisir. Donc, n'hésitez pas à répondre. Faut savoir aussi que je parle de réduc, mais effectivement, ça dépend de la plateforme parce que sur PC, on a souvent et assez rapidement des réductions sur quasiment tous les jeux en vrai. Voilà, si vous êtes possesseur d'une Switch, vous savez, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne et tous les titres ne sont pas logés à la même enseigne.
En tout cas, voilà, c'est la fin de mon point actu hardware. Ça a été un peu plus long que prévu. Je suis désolé, YouTube, ce sera une grosse VOD. Mais bon, sur YouTube, ça se plaint, mais en vrai, ils peuvent naviguer dans la VOD. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. On va s'arrêter là pour le point actu hardware.